7 années s'étaient écoulées depuis ce matin glacial de février, où Alexandre Beaumont avait franchi pour la dernière fois le seuil de la ferme des Vallières, laissant derrière lui bien plus qu'une simple demeure rustique et des champs endormis sous la neige. Il avait abandonné Marguerite, sa promesse tacite d'un avenir commun, et cette vie champêtre qu'il avait autrefois chérie, avec l'ardeur impétueuse de la jeunesse. À cette époque, il n'était qu'un jeune homme ambitieux, dévoré par des rêves de fortune et de reconnaissance, convaincu que l'amour ne suffirait jamais à combler le vide qu'il ressentait au creux de sa poitrine. Combien de fois, durant ces nuits blanches passées dans son appartement parisien aux murs immaculés, s'était-il remémoré le regard de Marguerite, ses yeux noisettes, où se mêlaient la douleur et une dignité farouche, lorsqu'elle avait compris qu'il ne reviendrait pas sur sa décision? Elle n'avait pas pleuré, n'avait pas supplié. Elle s'était contentée de hocher la tête avec une résignation qui lui avait brisé le cœur, plus sûrement que n'importe quel reproche. Et lui, dans sa lâcheté calculée, avait tourné les talons sans se retourner, persuadé que le temps effacerait tout, que les souvenirs s'estomperaient, comme la brume matinale sur les prairies de Normandie. Mais le temps, cet adversaire impitoyable, n'avait rien effacé. Au contraire, il avait gravé chaque détail avec une précision cruelle dans la mémoire d'Alexandre. 7 années durant lesquelles il avait bâti son empire financier, multiplié les investissements audacieux, fréquenté les cercles les plus élitistes de la capitale, collectionné les conquêtes éphémères et les distinctions honorifiques. 7 années où chaque succès sonnait creux, où chaque victoire professionnelle révélait l'ampleur du vide qui s'était installé en lui, comme une maladie insidieuse. Les magazines économiques vantaient son génie entrepreneurial. Les femmes du monde s'arrachaient son attention lors des galas somptueux, et pourtant, dans le silence de ces nuits solitaires, c'était toujours le visage de Marguerite qui hantait ses pensées. Il revoyait ses mains calleuses mais douces, capables de panser une blessure ou de préparer un repas avec la même tendresse appliquée. Il entendait encore son rire cristallin lorsqu'ils couraient ensemble sous la pluie d'été, insouciants et libres. Il sentait le parfum de lavande qu'elle glissait dans ses tiroirs, cette fragrance champêtre qui contrastait si violemment avec les effluves coûteux des parfumeries parisiennes. C'était lors d'un dîner d'affaires particulièrement ennuyeux, alors qu'un banquier suisse dissertait interminablement sur les fluctuations du marché boursier, qu'Alexandre avait pris sa décision. Quelque chose s'était rompu en lui, un barrage invisible qui retenait depuis trop longtemps un torrent d'émotions refoulées. Il fallait qu'il retourne à la ferme, qu'il voie Marguerite, qu'il obtienne des réponses aux questions qui le tourmentaient sans répit. Était-elle heureuse? Avait-elle refait sa vie avec un autre homme, quelqu'un de plus simple, de plus authentique que lui? Lui en voulait-elle encore? Ou avait-elle réussi à pardonner son abandon? Ces interrogations le consumaient comme un feu lent, et il savait qu'il ne trouverait jamais la paix tant qu'il ne les aurait pas résolues. Le lendemain même, il avait annulé tous ses rendez-vous de la semaine, au grand désarroi de son assistante qui n'avait jamais vu son patron agir avec une telle impulsivité. Il avait fait préparer sa voiture, une Mercedes noire aux lignes élégantes, qui détonnerait assurément dans le paysage rural, et s'était mis en route vers la Normandie avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le trajet lui sembla à la fois interminable et trop court. Chaque kilomètre le rapprochait de son passé, de l'homme qu'il avait été avant que l'ambition ne transforme son cœur en pierre froide. Il traversa des villages endormis où le temps semblait s'être arrêté, observa les champs verdoyants qui ondulaient sous le vent printanier, reconnut peu à peu les repères familiers de sa jeunesse. Le clocher de l'église de Saint-Martin, la vieille boulangerie où Marguerite achetait son pain chaque matin, le pont de pierre sous lequel il s'était embrassé pour la première fois, maladroitement, et avec cette ferveur propre aux premiers amours. Tout était à la fois identique et différent, comme si le monde rural avait continué à tourner à son propre rythme, indifférent au bouleversement de la vie urbaine. Alexandre sentait son cœur s'accélérer à mesure qu'il approchait de la ferme des Vallières, cette anxiété sourde qui lui serrait la gorge et rendait ses mains moites, malgré la fraîcheur ambiante. Que dirait-il en la voyant? Comment expliquer cette année de silence, cette année d'absence qui ne pouvait s'excuser par de simples mots? Lorsque la ferme apparut enfin au détour du chemin, Alexandre dut s'arrêter quelques instants pour reprendre son souffle. La demeure en pierre grise n'avait guère changé, avec son toit d'ardoise patiné par les intempéries et ses volets bleus légèrement délavés. La cour était propre et bien entretenue, bordée de massifs de fleurs qui témoignaient d'une main attentive et aimante. Quelques poules picoraient paisiblement près du poulailler, et au loin dans le pré,
Il distinguait les silhouettes de vaches qui broutaient tranquillement. C'était exactement comme dans ses souvenirs, et pourtant quelque chose d'indéfinissable avait changé. Une atmosphère différente flottait dans l'air, une présence qu'il ne parvenait pas à identifier. Alexandre descendit de sa voiture avec une lenteur calculée, comme s'il cherchait à retarder l'instant de la confrontation. Ses chaussures italiennes hors de prix foulèrent la terre battue de la cour, incongrues dans ce décor rustique. Il portait un costume sur mesure qui avait coûté plus cher que ce que la ferme générait probablement en un mois, et cette pensée le remplit soudain de honte. Qui était-il devenu pour mesurer ainsi la valeur des choses? Il s'approcha de la porte d'entrée, cette lourde porte en chêne massif qu'il avait franchie des centaines de fois autrefois, et leva la main pour frapper. Mais avant qu'il ne puisse le faire, la porte s'ouvrit brusquement, comme si quelqu'un avait guetté son arrivée. Ce n'était pas Marguerite qui se tenait sur le seuil, mais une femme plus âgée qu'il reconnut immédiatement comme étant Jeanne, la voisine qui venait parfois aider à la ferme lors des périodes de moisson. Elle le dévisagea avec une expression indéchiffrable, mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la réprobation. Alexandre ouvrit la bouche pour se présenter, mais elle l'interrompit d'un geste sec de la main. Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était sèche et dépourvue de chaleur, comme si elle s'adressait à un étranger indésirable plutôt qu'à quelqu'un qu'elle avait connu autrefois. Elle lui dit que Marguerite était au champ, qu'elle rentrerait dans 1 heure environ, et qu'il pouvait attendre s'il le souhaitait, bien qu'elle ne fût pas certaine que sa présence serait la bienvenue. Le ton était sans équivoque, et Alexandre comprit que son départ précipité 7 ans plus tôt n'avait pas été oublié, que la communauté rurale avait sa propre mémoire, longue et implacable. Il choisit d'attendre, naturellement. Après 7 années d'absence, 1 heure de plus ne changerait rien. Jeanne le fit entrer dans la cuisine avec une hospitalité minimale, lui offrant un café qu'il accepta davantage pour rompre le silence pesant que par véritable désir. La pièce était exactement comme dans ses souvenirs, avec sa grande table en bois patiné, ses étagères chargées de bocaux de confitures et de conserves, le vieux fourneau qui ronronnait doucement. L'horloge murale égrenait les secondes avec une régularité hypnotique, et Alexandre se surprit à compter les tics obsessionnellement, comme pour s'ancrer dans le présent et échapper au tourbillon de ses pensées. Jeanne vaquait à ses occupations sans lui prêter attention, épluchant des légumes avec des gestes précis et mécaniques. Le silence entre eux était lourd de non-dits, chargé de tous les reproches que la vieille femme ne formulait pas mais qui résonnaient néanmoins dans l'atmosphère confinée de la cuisine. Alexandre se sentait comme un intrus dans ce lieu qui avait été autrefois son refuge, son havre de paix, loin des exigences du monde extérieur. Les minutes s'étiraient avec une lenteur insupportable. Alexandre observait par la fenêtre les nuages qui défilaient dans le ciel normand, ces formations blanches et grises qui annonçaient peut-être la pluie. Il revoyait mentalement tous les moments partagés avec Marguerite dans cette ferme, chaque conversation, chaque rire, chaque dispute aussi. Il s'était connu adolescent, lui le fils d'un professeur de lycée ambitieux pour sa progéniture, elle la fille de fermiers ancrés dans leurs terres depuis des générations. Leurs familles respectives n'avaient jamais vraiment approuvé cette relation, trop conscientes du fossé qui séparait leur monde. Mais eux s'en moquaient éperdument, convaincus que leur amour transcendait ces contingences sociales. Ils avaient échafaudé des plans d'avenir, parlé de moderniser la ferme, d'y introduire des méthodes agricoles innovantes qui permettraient de la rendre plus rentable. Alexandre devait finir ses études en économie, revenir avec des connaissances qui serviraient leur projet commun. Seulement, Paris avait eu raison de ses rêves champêtres. La capitale l'avait envoûté avec ses promesses de réussite fulgurantes, ses opportunités infinies, son rythme effréné qui contrastait si violemment avec la tranquillité rurale. Le bruit d'un moteur tira Alexandre de ses réflexions. Son cœur bondit dans sa poitrine lorsqu'il vit par la fenêtre un vieux tracteur entrer dans la cour, soulevant un léger nuage de poussière. Une silhouette en descendit avec agilité, et même de loin, même après toutes ces années, il reconnut immédiatement Marguerite à sa démarche assurée, à la manière dont elle rejetait ses cheveux en arrière d'un geste machinal. Elle portait un jean délavé et une chemise à carreaux, des bottes en caoutchouc maculées de terre. Elle était plus mince qu'autrefois, son visage avait perdu cette rondeur juvénile pour révéler des traits plus marqués, plus matures. Mais elle demeurait belle d'une beauté naturelle et sans artifice qui fit monter les larmes aux yeux d'Alexandre. Il se leva brusquement, renversant presque sa tasse de café, et se dirigea vers la porte. Jeanne lui lança un regard d'avertissement qu'il ignora délibérément, trop impatient de revoir celle qui avait hanté ses nuits pendant 7 longues années.
Lorsqu'il sortit dans la cour, Marguerite était en train de retirer ses gants de travail, le dos tourné. Elle ne l'avait pas encore vu, et Alexandre profita de ces quelques secondes précieuses pour l'observer. La façon dont ses épaules se mouvaient sous le tissu de sa chemise, la courbe gracieuse de sa nuque, où quelques mèches échappées de sa queue de cheval dansaient dans la brise. Il ouvrit la bouche pour l'appeler, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était nouée par l'émotion, par la peur aussi de ce qui allait suivre. Finalement, comme si elle avait senti sa présence, Marguerite se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent, et le monde sembla s'arrêter de tourner pendant un instant suspendu hors du temps. Alexandre vit passer une myriade d'émotions sur le visage de la jeune femme. Surprise, incrédulité, colère peut-être, et quelque chose d'autre qu'il ne parvint pas à identifier. Elle demeura figée, ses gants à moitié retirés, et lui aussi resta pétrifié à mi-chemin entre la porte et l'endroit où elle se tenait. Ce fut Marguerite qui rompit le silence en premier. Sa voix était plus grave qu'autrefois, empreinte d'une autorité tranquille qu'il ne lui connaissait pas. Elle prononça son nom simplement, sans chaleur particulière, mais sans hostilité non plus, comme si elle s'adressait à une connaissance lointaine plutôt qu'à l'homme qu'elle avait aimé avec passion. Alexandre balbutia une réponse inadéquate, conscient de l'absurdité de la situation. Que dire après 7 années de silence? Comment résumer tout ce qu'il avait vécu, pensé, ressenti durant cette absence? Il opta pour la franchise brutale, lui avouant qu'il avait pensé à elle chaque jour, que pas une décision importante n'avait été prise sans qu'il se demande ce qu'elle en aurait pensé, que son succès avait un goût amer, parce qu'elle n'était pas là pour le partager. Les mots se déversèrent de sa bouche dans un flot désordonné, maladroit, dépourvu de l'éloquence qu'il déployait habituellement dans les salles de conseil d'administration. Il était redevenu ce jeune homme gauche qui déclarait sa flamme pour la première fois, vulnérable et désarmé face à ses propres sentiments. Marguerite l'écoutait sans l'interrompre, son visage demeurant impassible malgré la véhémence de ses paroles. Lorsqu'il se tut enfin, essoufflée et vidée, elle resta silencieuse pendant ce qui lui sembla une éternité. Puis, d'une voix posée, elle lui demanda pourquoi il était revenu maintenant, après tout ce temps. Était-ce une crise de conscience tardive? Un caprice de millionnaire qui s'ennuyait de sa vie dorée? Alexandre secoua la tête avec véhémence, cherchant les mots justes pour expliquer l'inexplicable. Il lui parla de ce vide qui le rongeait, de cette sensation d'avoir perdu quelque chose d'essentiel en la quittant, quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait jamais remplacer. Il confessa qu'il ne savait pas exactement ce qu'il espérait trouver en revenant, mais qu'il ne pouvait plus continuer à vivre sans avoir au moins essayé de comprendre, de réparer peut-être ce qu'il avait brisé par égoïsme et lâcheté. Marguerite détourna le regard, fixant un point indéterminé au-delà de la cour, comme si la réponse qu'elle cherchait se trouvait quelque part dans l'horizon brumeux. Alexandre observait chaque micro-expression sur son visage, guettant un signe, une indication de ce qu'elle ressentait véritablement. Mais elle demeurait indéchiffrable, protégée derrière une carapace d'indifférence qui le blessait plus profondément que n'importe quel reproche. Finalement, après un silence qui lui parut interminable, elle hocha lentement la tête et lui fit signe de la suivre vers la grange. Ses mouvements étaient mesurés, délibérés, comme si chaque geste était soigneusement calculé pour ne rien révéler de son état intérieur. Alexandre la suivit, le cœur battant la chamade, conscient que quelque chose d'important était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait irrémédiablement le cours de cette journée déjà chargée d'émotions contradictoires. La grange sentait le foin frais et cette odeur particulière de bois ancien que rien ne pouvait remplacer. Des rayons de lumière poussiéreux filtraient à travers les interstices du toit, créant des motifs changeants sur le sol de terre battue. Marguerite s'arrêta au centre de l'espace, croisant les bras sur sa poitrine dans une posture défensive qui n'échappa pas à Alexandre. Elle le dévisagea longuement, comme si elle jaugeait sa sincérité, pesait le pour et le contre d'une décision dont il ne comprenait pas encore les enjeux. Puis, d'une voix étrangement calme, elle lui demanda s'il se souvenait de leur dernière nuit ensemble, cette nuit de janvier où la neige tombait en flocons épais et où ils s'étaient aimés avec une intensité désespérée, comme s'il pressentait déjà que c'était la fin. Alexandre sentit sa gorge se serrer. Évidemment qu'il s'en souvenait. Cette nuit était gravée dans sa chair avec une précision douloureuse. Il hocha la tête, incapable de parler, redoutant ce qui allait suivre. Marguerite inspira profondément, comme quelqu'un qui s'apprête à plonger dans des eaux glacées. Elle lui annonça qu'elle avait quelque chose à lui montrer, quelque chose qu'elle avait caché pendant toutes ces années, attendant peut-être inconsciemment ce moment où il reviendrait, si jamais il revenait.
Il y avait dans sa voix une tension palpable, un mélange de peur et de détermination qui alarma Alexandre. Que pouvait-elle bien avoir à lui révéler qui nécessitait un tel préambule? Elle tourna les talons et se dirigea vers le fond de la grange, là où une petite remise avait été aménagée autrefois pour ranger les outils agricoles. Alexandre la suivit, ses pas résonnant sur le sol dur, chaque battement de son cœur martelant ses tempes avec une violence sourde. Il avait l'impression de marcher vers un précipice dont il ne pouvait évaluer la profondeur, guidé par une force qui échappait à son contrôle. Marguerite poussa la porte de la remise, révélant un espace qui avait été transformé en quelque chose qui ressemblait à une petite chambre. Il y avait un lit étroit, une commode, quelques jouets éparpillés sur le sol. Des jouets. Le cerveau d'Alexandre mit quelques secondes à enregistrer ce détail, et lorsqu'il le fit, une onde de choc le traversa de part en part. Il se tourna vers Marguerite, les yeux écarquillés, la bouche ouverte dans une question muette qu'il n'osait pas formuler. Elle soutint son regard avec une fermeté qui contrastait violemment avec la vulnérabilité qu'il percevait dans le tremblement imperceptible de ses mains. Puis elle prononça les mots qui allaient refaire basculer son existence dans une dimension nouvelle, des mots simples et terribles à la fois. Elle lui dit qu'il avait un fils, que ce fils s'appelait Lucas, qu'il avait 6 ans et demi, et qu'il était actuellement chez sa grand-mère au village pour l'après-midi. Le monde d'Alexandre explosa en 1000 fragments. Un fils. Il avait un fils. Pendant 6 années et demie, un être humain portant ses gènes, portant probablement ses traits, avait grandi à quelques centaines de kilomètres de lui, sans qu'il en sache rien. Il se sentit vaciller, dut s'appuyer contre le chambranle de la porte pour ne pas tomber. Toutes les questions se bousculaient dans sa tête dans un chaos assourdissant. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Comment avait-elle pu garder un tel secret pendant toutes ces années? Mais ces interrogations étaient immédiatement supplantées par d'autres, plus pressantes, plus douloureuses. À quoi ressemblait cet enfant? Avait-il hérité des yeux noisettes de sa mère ou des yeux gris de son père? Aimait-il les livres, les mathématiques? Ou préférait-il passer ses journées dehors, à explorer les champs? Quelle était sa voix? Quels étaient ses rêves, ses peurs, ses joies? Alexandre réalisa avec une acuité déchirante qu'il ne connaissait rien de son propre fils, qu'il avait raté 6 années et demie d'une vie qui aurait dû être au centre de la sienne. Marguerite observait ses réactions avec une attention scrutatrice, guettant chaque changement d'expression sur son visage. Alexandre voyait dans ses yeux ce mélange complexe de colère rentrée, de tristesse ancienne et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir fragile. Il comprenait maintenant pourquoi elle l'avait amené ici, pourquoi elle avait attendu avant de lui révéler l'existence de Lucas. C'était un test, une épreuve pour mesurer sa sincérité, pour voir s'il était vraiment l'homme qu'il prétendait être devenu, ou s'il n'était qu'un millionnaire blasé en quête d'émotions passagères. Alexandre sentit le poids de cette responsabilité s'abattre sur ses épaules comme une montagne. Tout ce qu'il dirait maintenant, chaque mot, chaque réaction, déterminerait l'avenir de sa relation avec cet enfant qu'il ne connaissait pas encore. La pression était insoutenable, et pourtant quelque chose en lui se réveillait, une partie de lui-même qu'il croyait morte depuis longtemps. Il parvint enfin à articuler une question, la voix rauque d'émotion. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit à l'époque? Pourquoi l'avait-elle laissé partir sans lui révéler qu'elle était enceinte? Marguerite détourna le regard, et pour la première fois depuis son arrivée, il vit une fissure dans son armure d'impassibilité. Elle lui expliqua qu'elle l'avait découvert 2 semaines après son départ, ces 2 semaines où elle avait encore espéré qu'il changerait d'avis, qu'il reviendrait en courant lui dire que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Mais il n'était pas revenu. Au lieu de cela, il avait envoyé une lettre froide et formelle, expliquant qu'il avait accepté un poste dans une société d'investissement prestigieuse, que sa vie était désormais à Paris, que leur relation appartenait au passé, et qu'il valait mieux pour tous les deux qu'ils tournent la page proprement. Cette lettre, Marguerite l'avait lue et relue, jusqu'à en connaître chaque mot par cœur, chaque virgule brisant un peu plus son cœur déjà en miettes. Elle avait alors pris une décision qui lui avait semblé à l'époque la seule possible. Elle ne lui dirait rien de la grossesse. Quel droit avait-elle de l'enchaîner à une vie qu'il avait si clairement rejetée? Elle ne voulait pas être celle qui l'aurait contraint à revenir par devoir, par obligation morale, transformant leur amour passé en ressentiment et en reproche. Elle préférait élever seule cet enfant, lui donner tout l'amour dont elle était capable, plutôt que de l'exposer à un père qui serait présent physiquement mais absent émotionnellement, rongé par l'amertume d'une existence imposée. Alexandre écoutait ce récit avec un sentiment d'horreur croissant. Il comprenait sa logique, comprenait même la générosité tordue qui avait motivé sa décision,
Mais cela ne rendait pas la pilule moins amère à avaler. Il avait été privé de 6 années de la vie de son fils à cause d'une lettre qu'il avait rédigée dans un moment de lâcheté calculée, une lettre destinée à couper définitivement les ponts pour s'éviter la tentation de revenir en arrière. Marguerite continua son récit d'une voix de plus en plus fragile, comme si parler la vidait de toute son énergie. Elle lui raconta comment elle avait affronté seule la grossesse, les regards désapprobateurs du village, les commentaires acerbes de ceux qui n'avaient jamais vraiment accepté leur relation. Elle évoqua les nuits d'insomnie où elle se demandait comment elle allait s'en sortir financièrement, émotionnellement, physiquement. La ferme ne générait pas suffisamment de revenus pour embaucher de l'aide, et elle devait gérer l'exploitation tout en se préparant à l'arrivée du bébé. Jeanne, sa fidèle voisine, avait été son pilier durant cette période, l'aidant dans les tâches les plus ardues, la soutenant moralement quand le désespoir menaçait de l'engloutir. Et puis Lucas était né, par une nuit d'avril où l'orage grondait au-dessus de la ferme, et tout avait changé. Dès qu'elle avait tenu ce petit être dans ses bras, senti son souffle tiède contre sa joue, elle avait su qu'elle avait fait le bon choix. Cet enfant serait son ancre, sa raison de se lever chaque matin, son chef-d'œuvre personnel dans un monde qui ne lui avait pas fait de cadeau. Alexandre sentait les larmes lui brûler les yeux, mais il refusa de les laisser couler. Il n'avait pas le droit de pleurer, pas maintenant, pas alors qu'il découvrait l'ampleur du sacrifice que Marguerite avait consenti seule. Il lui demanda comment était Lucas, avec une avidité désespérée de connaître chaque détail, chaque particularité de cet enfant qui était soudainement devenu le centre de son univers. Marguerite esquissa un sourire, le premier depuis son arrivée, un sourire empreint d'une tendresse infinie qui transforma son visage. Elle lui dit que Lucas était un enfant curieux et intelligent, passionné par les animaux et les étoiles. Il posait des questions incessantes sur tout ce qui l'entourait, voulait comprendre comment fonctionnèrent les choses, pourquoi le ciel était bleu, comment les plantes poussaient. Il avait hérité de son entêtement à elle et de sa capacité d'analyse à lui, une combinaison qui promettait de leur causer bien des tracas à l'adolescence. Il était aussi d'une sensibilité exacerbée, pleurant à chaudes larmes lorsqu'un animal était blessé, se préoccupant du sort des personnes moins fortunées que lui, même s'il ne comprenait pas encore vraiment ce que cela signifiait. En écoutant Marguerite parler de leur fils, Alexandre sentait quelque chose se réveiller en lui, une émotion primitive et puissante qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. C'était de l'amour certainement, mais c'était aussi de la peur, une peur viscérale de ne pas être à la hauteur, de décevoir cet enfant qui ne savait même pas qu'il existait. Il posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis qu'il avait appris l'existence de Lucas. Savait-il pour lui? Lui avait-elle parlé de son père? Marguerite secoua la tête lentement. Elle lui avait dit que son papa travaillait très loin, qu'il ne pouvait pas venir les voir, mais qu'il pensait à eux. C'était un mensonge pieux, elle en était consciente, mais elle n'avait pas su comment expliquer autrement la situation à un enfant en bas âge. Lucas avait arrêté de poser des questions sur son père vers l'âge de 4 ans, semblant accepter cette absence comme une donnée immuable de son existence. Mais Marguerite savait que cela ne durerait pas éternellement, qu'un jour viendrait où il exigerait des réponses plus précises, plus véridiques. Alexandre demanda alors ce qui lui semblait être la question la plus importante, celle dont la réponse déterminerait tout le reste. Voulait-elle qu'il fasse partie de la vie de Lucas? Voulait-elle qu'il assume son rôle de père? Ou préférait-elle qu'il disparaisse à nouveau, épargnant à l'enfant la confusion d'une présence paternelle soudaine et peut-être temporaire? Marguerite le regarda avec une intensité qui le transperça jusqu'à l'âme. Elle lui répondit qu'elle ne prendrait pas cette décision seule, que cela dépendait de lui, de ce qu'il était vraiment prêt à investir dans cette relation. Elle ne voulait pas qu'il rencontre Lucas par curiosité, par culpabilité, ou pour apaiser sa conscience. Si Alexandre entrait dans la vie de leur fils, ce devait être un engagement total et irréversible. Lucas avait besoin de stabilité, de certitude, pas d'un père qui apparaîtrait et disparaîtrait au gré de ses états d'âme ou de ses obligations professionnelles. Elle avait vu trop d'enfants brisés par des pères absents ou inconsistants pour infliger cela à son propre fils. Ces paroles frappèrent Alexandre avec la force d'un coup de poing. Marguerite avait raison, évidemment. Il ne pouvait pas simplement débarquer dans la vie de Lucas comme un personnage de conte de fées, distribuer quelques cadeaux coûteux et repartir vers sa vie parisienne sans se retourner. C'était tout ou rien. Soit il s'engageait pleinement, acceptait de bouleverser son existence pour faire de la place à cet enfant, soit il repartait immédiatement et ne revenait plus jamais. Il n'y avait pas de terrain d'entente, pas de compromis possible.
Alexandre sentit le vertige le saisir face à l'ampleur de ce choix. Toute sa vie, il avait construit ses décisions sur des calculs rationnels, des analyses coûts-bénéfices, des projections de rentabilité. Mais ici, aucune de ces méthodes ne s'appliquait. C'était une question de cœur, d'instinct, de foi en quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement. Il prit une inspiration tremblante et plongea son regard dans celui de Marguerite. Il lui dit qu'il voulait rencontrer Lucas, qu'il voulait essayer d'être le père que cet enfant méritait, même s'il ne savait pas par où commencer, même s'il était terrifié à l'idée de tout gâcher. Il reconnaissait qu'il avait énormément de choses à apprendre, qu'il aurait besoin de son aide, de sa patience, de son indulgence pour ses inévitables erreurs. Mais il était prêt à essayer, prêt à transformer sa vie si nécessaire, parce que l'alternative, repartir sans jamais connaître son fils, était devenue soudainement insupportable. Quelque chose en lui avait changé dans cette grange poussiéreuse, une transformation silencieuse mais profonde qui reconfigurait ses priorités, ses valeurs, sa vision de ce qui comptait vraiment dans l'existence. L'argent, le succès professionnel, la reconnaissance sociale, tout cela lui semblait soudain dérisoire comparé à l'opportunité qui s'offrait à lui de connaître son propre enfant. Marguerite le scrutait avec une attention qui le mettait mal à l'aise, comme si elle cherchait à percer ses défenses, à atteindre la vérité cachée derrière ses paroles. Finalement, elle hocha la tête lentement, comme si elle venait de prendre une décision dont elle ne pourrait plus revenir. Elle lui dit que Lucas rentrerait dans environ 1 heure, qu'elle irait le chercher chez sa mère et qu'elle lui présenterait Alexandre comme un vieil ami venu lui rendre visite. Elle ne voulait pas dévoiler immédiatement à l'enfant qu'Alexandre était son père. C'était trop brutal, trop déstabilisant. Il faudrait procéder par étapes, laisser le temps à Lucas de s'habituer à cette présence nouvelle, construire progressivement une relation de confiance, avant de révéler la véritable nature de leur lien. Alexandre comprenait la sagesse de cette approche, même si une partie de lui brûlait d'envie de serrer son fils dans ses bras immédiatement, de lui dire qui il était réellement. Mais ce n'était pas son désir qui comptait ici, c'était le bien-être de Lucas, sa capacité à intégrer cette information sans que cela ne le traumatise. Ils retournèrent vers la maison dans un silence chargé d'anticipation. Alexandre se sentait à la fois exalté et terrorisé, comme un homme sur le point de passer un examen dont dépendrait toute son existence future. Il avait l'impression que chaque cellule de son corps était en état d'alerte maximale, hypersensible au moindre stimulus. Jeanne les accueillit avec un regard interrogateur, et Marguerite lui expliqua brièvement la situation. La vieille femme hocha la tête gravement, lançant à Alexandre un avertissement silencieux mais explicite. Si jamais il faisait du mal à cet enfant, il aurait affaire à elle. Alexandre aurait pu être amusé par cette menace si les circonstances avaient été différentes, mais il comprenait que Jeanne était sérieuse, qu'elle protégeait farouchement Lucas comme elle l'avait protégé depuis sa naissance. C'était un sentiment qu'il respectait, même s'il compliquait sa position déjà précaire. Marguerite partit chercher Lucas en voiture, laissant Alexandre seul avec Jeanne dans la cuisine. L'attente fut encore plus insupportable que la précédente. Alexandre faisait les 100 pas, incapable de rester assis, jouant nerveusement avec ses clés de voiture. Jeanne continuait ses préparatifs pour le dîner sans un mot, mais sa présence silencieuse était étrangement réconfortante. Au bout d'un moment, elle lui tendit une tasse de thé qu'il accepta avec gratitude, leurs regards se croisant brièvement dans un moment de compréhension mutuelle. Peut-être la vieille femme commençait-elle à accepter qu'il était sincère dans sa démarche, ou peut-être voulait-elle simplement s'assurer qu'il ne s'évanouisse pas avant l'arrivée de Lucas. Quoi qu'il en soit, Alexandre but le thé en essayant de calmer les battements erratiques de son cœur, répétant mentalement ce qu'il dirait à l'enfant, comment il se comporterait, quelle impression il voulait donner. Le bruit du moteur de la voiture de Marguerite le fit sursauter. C'était le moment. Dans quelques secondes, il allait voir son fils pour la première fois. Alexandre se positionna près de la fenêtre, observant la scène comme un voyeur anxieux. Marguerite descendit de la voiture et ouvrit la portière arrière. Une petite silhouette en émergea, et Alexandre sentit son cœur s'arrêter de battre. Lucas était petit pour son âge, avec des cheveux châtains ébouriffés qui attrapaient les derniers rayons du soleil de l'après-midi. Il portait un jean troué aux genoux et un t-shirt orné d'un dinosaure, des vêtements ordinaires d'enfant qui attendrissaient Alexandre d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais ce fut lorsque l'enfant leva les yeux vers la maison qu'Alexandre reçut le choc le plus violent. Lucas avait ses yeux, exactement les mêmes yeux gris que lui, cette nuance particulière entre l'acier et l'orage que son propre père lui avait transmise.
C'était indéniable, irréfutable. Cet enfant était le sien, portait son héritage génétique visible dans chaque trait de son visage. Marguerite prit la main de Lucas et se dirigea vers la maison d'un pas mesuré, comme si elle aussi cherchait à retarder l'inévitable moment de la rencontre. Alexandre s'éloigna précipitamment de la fenêtre, ne voulant pas donner l'impression d'espionner, et se posta maladroitement au milieu de la cuisine, ne sachant quelle attitude adopter. Devait-il sourire, rester sérieux, s'accroupir pour se mettre à la hauteur de l'enfant ou maintenir la distance d'un adulte? Toutes ces questions qui auraient semblé ridicules dans n'importe quel autre contexte prenaient une importance démesurée, maintenant que le moment tant redouté approchait. La porte s'ouvrit avec un grincement familier, et Lucas fit irruption dans la pièce avec l'énergie débordante propre aux enfants de son âge, parlant à toute vitesse à sa mère d'un papillon qu'il avait aperçu dans le jardin de sa grand-mère, un papillon aux ailes bleues extraordinaires qu'il voulait absolument montrer dans son livre d'images. L'enfant s'interrompit brusquement en apercevant Alexandre, ses yeux gris s'écarquillant avec cette curiosité sans filtre que seuls les enfants possèdent. Il se réfugia instinctivement derrière les jambes de sa mère, mais sans peur véritable, plutôt avec cette prudence naturelle face à l'inconnu. Marguerite posa une main rassurante sur son épaule et fit les présentations d'une voix qu'elle s'efforçait de maintenir neutre, presque désinvolte. Elle présenta Alexandre comme un vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui était venu lui rendre visite et qui aimerait peut-être rester dîner s'ils étaient d'accord tous les deux. Lucas examina Alexandre avec une attention minutieuse qui le mit étrangement mal à l'aise, comme si cet enfant de 6 ans pouvait voir à travers lui, percer tous ses secrets et toutes ses faiblesses d'un simple regard. Puis, avec cette capacité d'adaptation remarquable des enfants, Lucas hocha la tête et tendit la main de manière formelle, imitant probablement un comportement adulte qu'il avait observé quelque part. Alexandre serra cette petite main avec une délicatesse extrême, terrifié à l'idée de serrer trop fort et de faire mal à l'enfant. Le contact physique, même bref et conventionnel, déclencha en lui une vague d'émotions si puissante qu'il dut faire un effort surhumain pour ne pas les laisser transparaître sur son visage. C'était son fils. Son fils. Ses petits doigts potelés qui enserrèrent les siens portèrent son ADN. Ce regard intelligent qu'il observait était le reflet du sien. Ce petit être qui se tenait devant lui, avec une solennité touchante, était le fruit de l'amour qu'il avait partagé avec Marguerite 7 ans auparavant. L'ampleur de cette réalité menaçait de le submerger complètement. Lucas rompit le silence en lui demandant s'il aimait les dinosaures. Parce que lui, il adorait les dinosaures. Surtout les vélociraptors qui étaient les plus intelligents même s'ils n'étaient pas les plus gros. Alexandre, reconnaissant cette perche tendue, s'accroupit enfin à la hauteur de l'enfant et lui répondit qu'il aimait beaucoup les dinosaures, même s'il devait avouer que ses connaissances en la matière étaient plutôt limitées, et qu'il aurait sans doute besoin qu'on les lui enseigne. Cette réponse sembla plaire à Lucas qui s'illumina instantanément, toute timidité envolée face à l'opportunité de partager sa passion. Il se lança dans une explication détaillée des différentes périodes du Mésozoïque, de la différence entre le Trias, le Jurassique et le Crétacé, employant une terminologie scientifique impressionnante pour un enfant de son âge. Alexandre l'écoutait avec une fascination qui n'avait rien de fin, émerveillé par l'intelligence vive de son fils, par sa capacité à retenir et à organiser des informations complexes, par l'enthousiasme contagieux avec lequel il partageait ses connaissances. Marguerite les observait depuis le seuil de la cuisine, et Alexandre surprit sur son visage une expression qu'il ne put déchiffrer immédiatement, un mélange de tendresse, de mélancolie et peut-être d'espoir fragile. Jeanne vaquait à ses occupations en marmonnant des commentaires inaudibles, mais Alexandre sentait qu'elle aussi surveillait l'interaction avec attention, prête à intervenir au moindre signe que les choses prendraient une mauvaise tournure. Lucas, emporté par son élan, attrapa la main d'Alexandre et l'entraîna vers sa chambre improvisée dans la remise, voulant lui montrer sa collection de figurines de dinosaures. Alexandre se laissa guider, conscient que Marguerite leur emboîtait le pas discrètement, gardienne vigilante de cette rencontre encore précaire. La chambre de l'enfant était modeste mais soigneusement arrangée, avec des étagères fabriquées à la main sur lesquelles s'alignaient des livres, des jouets, et effectivement une impressionnante collection de dinosaures en plastique de toute taille. Il y avait aussi des dessins punaisés au mur, des représentations maladroites mais touchantes d'animaux, de paysages, de scènes de la vie à la ferme. Alexandre remarqua un dessin en particulier qui le figea sur place. C'était la représentation d'une famille, avec une femme clairement identifiable comme Marguerite, un enfant qui devait être Lucas, et à côté d'eux, une silhouette masculine vague, presque fantomatique,
dessiné avec moins de détails que les deux autres figures. Un père imaginaire, un père absent que l'enfant avait tenté de matérialiser avec ses crayons de couleur. Lucas suivit son regard et expliqua avec une candeur déchirante que c'était sa famille, que le monsieur flou c'était son papa, qui travaillait très loin et ne pouvait pas venir les voir. Il précisa que sa maman lui avait dit que son papa pensait à eux, même s'il était absent, mais que parfois, surtout la nuit, il se demandait si c'était vraiment vrai, ou si c'était juste quelque chose qu'on disait aux enfants pour les consoler. Alexandre sentit sa gorge se nouer douloureusement. Il s'accroupit à nouveau, cherchant les mots justes, conscient que chaque phrase qu'il prononcerait maintenant serait pesée, analysée, mémorisée par cet enfant qui cherchait désespérément à comprendre son histoire. Il lui dit que parfois les adultes faisaient des erreurs, de grosses erreurs, et que peut-être son papa avait fait une très grosse erreur en restant loin de lui, une erreur qu'il regrettait probablement beaucoup même s'il ne savait pas comment la réparer. Lucas l'observait avec une intensité qui lui rappelait cruellement Marguerite, comme si l'enfant cherchait à évaluer la sincérité de ses paroles. Puis Lucas posa la question qui devait le tarauder depuis longtemps, avec cette franchise brutale propre aux enfants. Il demanda à Alexandre s'il pensait que son papa l'aimait quand même en étant loin, même en ne venant jamais le voir. Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux et dut cligner plusieurs fois pour les refouler. Il regarda Marguerite qui se tenait dans l'embrasure de la porte, cherchant son approbation silencieuse avant de répondre. Elle hocha imperceptiblement la tête, lui donnant la permission de dire ce qu'il ressentait. Alexandre prit les mains de Lucas dans les siennes et lui dit que oui, il en était absolument certain, son papa l'aimait énormément, probablement plus que tout au monde, même si cet amour n'avait pas été exprimé de la bonne manière. Il ajouta que l'amour était parfois compliqué, que les grandes personnes ne savaient pas toujours comment le montrer correctement, mais que cela ne signifiait pas qu'il n'existait pas, bien au contraire. Lucas sembla digérer cette information avec sérieux, puis avec cette capacité remarquable des enfants à passer d'un sujet grave à quelque chose de complètement léger, il demanda à Alexandre s'il voulait voir son endroit préféré dans la ferme. Alexandre accepta avec empressement, soulagé de cette diversion qui lui permettait de reprendre contenance. Ils sortirent tous les trois, Lucas courant devant eux avec l'énergie inépuisable de l'enfance, Marguerite et Alexandre marchant côte à côte dans un silence chargé de non-dits. L'enfant les mena jusqu'à un vieux chêne majestueux qui se dressait à la limite du pré, un arbre centenaire dont les branches noueuses formaient une canopée épaisse. Lucas expliqua fièrement que c'était son arbre à lui, l'endroit où il venait quand il voulait réfléchir ou simplement observer les oiseaux. Il avait même construit une petite cabane rudimentaire entre les racines, un assemblage bancal de planches et de bâches qui témoignait d'une imagination débordante et d'une détermination admirable. Alexandre observait son fils grimper avec agilité sur les branches basses, totalement dans son élément, et il ressentit une pointe de jalousie étrange envers cette enfance libre et proche de la nature que Lucas vivait. Lui-même avait grandi en ville, dans des appartements aseptisés où le contact avec la nature se limitait à des parcs municipaux soigneusement entretenus. Il réalisa qu'il ne connaissait rien de cette vie rurale, de ces plaisirs simples que son fils chérissait tant. Il était un étranger dans ce monde, un intrus maladroit qui ne savait même pas distinguer les différentes espèces d'oiseaux que Lucas identifiait sans hésitation. Cette prise de conscience le troubla profondément. Comment pourrait-il être un bon père pour cet enfant s'ils évoluaient dans des univers si radicalement différents? Comment combler ce fossé qui les séparait non seulement temporellement, mais aussi culturellement et géographiquement? Marguerite, comme si elle lisait dans ses pensées, posa une main légère sur son bras. Elle lui murmura que personne ne lui demandait d'être parfait, que l'important c'était d'être présent, sincère et disposé à apprendre. Lucas n'avait pas besoin d'un père omniscient qui connaîtrait toutes les réponses. Il avait besoin de quelqu'un qui s'intéresserait véritablement à lui, qui l'écouterait, qui partagerait ses joies et ses peines. Alexandre hocha la tête, reconnaissant la sagesse de ses paroles même s'il continuait à douter de ses capacités. Lucas les appela depuis sa branche, leur demandant s'ils voyaient le nid d'oiseaux qu'il avait découvert la semaine précédente. Alexandre plissa les yeux, cherchant dans le feuillage dense et finalement aperçut la structure de brindilles soigneusement tissée. Il exprima son admiration avec sincérité, et le sourire radieux que Lucas lui adressa en retour valait tous les contrats qu'il avait signés dans sa carrière. Ils passèrent l'heure suivante dans cet espace naturel, Lucas racontant 1000 anecdotes sur les habitants de la ferme, les habitudes des vaches, les escapades du vieux chat grincheux qui refusait de rentrer la nuit, les renards qu'il apercevait parfois au crépuscule. Alexandre écoutait religieusement,
gravant chaque détail dans sa mémoire, construisant mentalement une image de la vie quotidienne de son fils. Il posait des questions, encourageait l'enfant à développer ses récits, et Lucas, flatte de cet intérêt manifeste, se livrait avec une confiance grandissante. Marguerite les observait avec une expression indéchiffrable, et Alexandre se demandait ce qu'elle pensait vraiment de cette scène, si elle regrettait de lui avoir révélé l'existence de Lucas, si elle craignait qu'il ne bouleverse trop brutalement l'équilibre fragile qu'ils avaient construit tous les deux. Le soleil commençait à décliner lorsque Marguerite annonça qu'il était temps de rentrer préparer le dîner. Lucas protesta mollement mais obéit, et Alexandre fut touché par la relation de respect mutuel qui existait entre la mère et le fils. Il n'y avait pas d'autoritarisme aveugle ni de laxisme excessif, juste une compréhension tacite et une affection évidente. Sur le chemin du retour, Lucas glissa spontanément sa main dans celle d'Alexandre, un geste simple et naturel qui fit exploser le cœur du millionnaire en 1000 morceaux. Cette petite main chaude et confiante dans la sienne représentait tout ce qu'il avait manqué, tout ce qu'il avait sacrifié sur l'autel de son ambition dévorante. Alexandre serra doucement les doigts de son fils, s'autorisant enfin à ressentir pleinement cet amour paternel qui déferlait en lui comme un raz de marée longtemps contenu. Le dîner fut un moment étrange et précieux à la fois, mélange de banalités quotidiennes et de tensions sous-jacentes. Jeanne avait préparé un pot-au-feu traditionnel dont l'odeur emplissait la cuisine de senteurs réconfortantes. Lucas racontait sa journée avec exubérance, sautant d'un sujet à l'autre avec cette logique enfantine qui échappait souvent aux adultes. Alexandre écoutait, commentait, riait aux remarques naïves de l'enfant, et pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement vivant, ancré dans un moment présent qui avait du sens au-delà des considérations matérielles. Marguerite participait à la conversation avec parcimonie, mais il sentait son regard posé sur lui régulièrement, évaluant ses réactions, jaugeant sa sincérité. Jeanne servait les plats en silence, mais Alexandre remarqua qu'elle aussi semblait légèrement radoucie, comme si elle commençait à accepter sa présence. Après le dîner vint le moment redouté du coucher de Lucas. L'enfant traîna les pieds, négociant quelques minutes supplémentaires avec sa mère, une routine visiblement bien établie entre eux. Alexandre observait la scène avec fascination, découvrant ces petits rituels du quotidien dont il n'avait jamais fait partie. Finalement, Marguerite amena Lucas se brosser les dents, et à la surprise d'Alexandre, l'enfant revint en pyjama et lui demanda s'il voulait bien lui lire une histoire avant de dormir. Alexandre jeta un regard interrogateur à Marguerite qui haussa légèrement les épaules, lui laissant la décision. Il accepta, évidemment, incapable de refuser quoi que ce soit à cet enfant qui le regardait avec ses yeux pleins d'espoir. Ils s'installèrent dans la chambre de Lucas, Alexandre assis sur le bord du lit étroit, le garçon blotti sous ses couvertures ornées de créatures préhistoriques. Lucas lui tendit un livre usé, dont la couverture montrait un dragon majestueux, expliquant que c'était son histoire préférée et qu'il la connaissait presque par cœur, mais qu'il aimait quand même l'entendre encore et encore. Alexandre ouvrit le livre avec précaution, comme s'il tenait entre ses mains quelque chose de sacré. Il commença à lire, d'abord d'une voix hésitante, puis avec plus d'assurance à mesure qu'il se laissait porter par le récit. C'était l'histoire d'un jeune dragon qui se sentait différent des autres et partait en quête d'un endroit où il pourrait être lui-même. Alexandre ne put s'empêcher de trouver des parallèles avec sa propre existence, cette quête perpétuelle d'un lieu d'appartenance qu'il n'avait jamais vraiment trouvé. Lucas l'interrompait régulièrement pour commenter les illustrations, ajouter des détails qu'il jugeait importants, et Alexandre se prêtait volontiers à ces digressions qui allongeaient le moment de complicité. Lorsqu'il termina l'histoire, Lucas était déjà à moitié endormi, ses paupières lourdes se fermant malgré ses efforts pour rester réveillé. Alexandre referma doucement le livre et s'apprêtait à se lever lorsque l'enfant murmura quelque chose d'inaudible. Alexandre se pencha plus près, et Lucas répéta d'une voix ensommeillée qu'il aimerait bien qu'Alexandre revienne, parce qu'il était gentil et qu'il racontait bien les histoires. Ces mots simples transpercèrent Alexandre plus sûrement qu'aucun discours élaboré n'aurait pu le faire. Il caressa doucement les cheveux de son fils, ce geste qu'il avait vu faire 1000 fois par d'autres parents sans jamais en comprendre la portée émotionnelle, et promit à mi-voix qu'il reviendrait, que c'était une certitude absolue. Lucas sourit dans son demi-sommeil et se retourna, serrant contre lui un dinosaure en peluche élimé qui avait visiblement connu des jours meilleurs. Alexandre resta encore quelques instants à observer l'enfant endormi, gravant dans sa mémoire chaque détail de ce visage paisible, ses longs cils qui jetaient des ombres sur ses joues, cette respiration régulière qui soulevait doucement sa poitrine. C'était son fils.
son fils. Peu importait combien de fois il se répétait cette phrase, elle conservait son pouvoir de le bouleverser jusqu'au tréfonds de son âme. Il sortit finalement de la chambre sur la pointe des pieds, refermant la porte avec une délicatesse infinie. Marguerite l'attendait dans le couloir, adossée au mur, les bras croisés dans une posture qui trahissait sa nervosité, malgré son apparente décontraction. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et 1000 questions non formulées passèrent entre eux. Alexandre comprit qu'il était temps d'avoir la conversation difficile, celle qui déterminerait les modalités pratiques de sa nouvelle vie en tant que père.